9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Aucun texte ne prévoit son existence, aucun document ne régit ses attributions. Pourtant, il est devenu au fil des ans l'un des rouages les plus importants de la Ve République. Le secrétaire général de l'Élysée est à la fois conseiller, protecteur, sentinelle pour le président, un homme de confiance, d'influence et de pouvoir, présenté parfois comme un vice-président ou comme un premier ministre bis. C'est un poste clé auquel un documentaire s'intéresse pour la première fois. 7 anciens secrétaires généraux ont accepté de parler face à une caméra pour raconter les coulisses de leur travail à l'Élysée. Bonjour Vincent Martini. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce documentaire intitulé L'homme du président, film réalisé par Joseph Borgard et diffusé dimanche soir sur France 5. D'abord, d'un mot, contrairement à beaucoup de gens qui viennent ici parler de documentaire, vous n'êtes pas journaliste. Non, je suis professeur de sciences politiques. Et c'est ce regard qui a conduit à ce documentaire unique, justement, à tous les sens du terme. L'image qu'on a du secrétaire général de l'Élysée, c'est d'abord celle d'un homme qui annonce la composition un peu empesée du gouvernement sur le perron du palais présidentiel, en lisant sa liste, en essayant de ne pas bafouiller, de ne pas trébucher sur les mots. Mais évidemment, sa fonction ne se résume pas à ceci. Quel est son rôle ? C'est un rôle tout azimut d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a justement vocation à intervenir sur tous les sujets. Il est le principal conseiller du président de la République, donc il participe à la formation du gouvernement, il participe à toutes les formes de nomination, il traite les médias, c'est-à-dire il rencontre un certain nombre de journalistes, il gère l'équipe du président de la République, contrairement au directeur de cabinet qui d'habitude dans les ministères occupe cette fonction. Là, c'est vraiment le secrétaire général de l'Élysée qui joue ce rôle. Il est aussi l'homme des missions spéciales qui peut, au nom du président, aller discuter avec tel chef d'État ou aller faire un déplacement, comme par exemple Jean-Louis Bianco, pendant la première guerre du Golfe, était chargé de faire un tour des diplomaties du monde arabe pour voir qui serait aux côtés de la France. Voilà, c'est un homme qui a un pouvoir absolument colossal. Poste essentiel, vous le citez dans le doc, je vais le citer, le général de Gaulle qui disait que le secrétaire général devait être au centre de tout, au courant de tout. Actuellement, qui est le secrétaire général de l'Élysée sous la présidence Macron ? Alexis Collère, est un homme de l'ombre qu'on ne connaît pas du tout et d'ailleurs qui, fidèle à sa réputation d'homme de l'ombre et parce qu'il était en poste, n'a pas souhaité s'exprimer dans notre documentaire. Et je crois que la force du documentaire, c'est aussi qu'on a réussi à réunir des gens qui n'avaient jamais parlé, qui d'habitude refusent. 7 anciens secrétaires généraux, ça va de Jacques Valls, qui était le dernier secrétaire général sous Valéry Giscard d'Estaing, à Jean-Pierre Jouyet, qui occupait le poste jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, donc sous François Hollande. Et ce que vous relevez et que vous montrez, c'est l'évolution du poste depuis la fin des années 70. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'avec la présidentialisation du régime, le pouvoir du président est de plus en plus affirmé. Eh bien, le secrétaire général, qui longtemps a été un haut fonctionnaire, eh bien, de plus en plus devient un conseiller politique. Et ça se voit notamment par le fait que la plupart de ces secrétaires généraux qui, avant François Mitterrand, revenaient dans la haute fonction publique lorsqu'ils avaient conclu leur mission, eh bien là, la majorité d'entre eux va faire de la politique. C'est le cas de Jean-Louis Bianco qui va devenir député, président de conseil général, maire. Hubert Védrine va devenir évidemment ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. On peut penser à Claude Guéant qui a été ministre de l'Intérieur, etc., etc. La plupart d'entre eux sont tentés par la politique alors même qu'ils étaient plutôt des grands commis de l'État. Justement, vous venez de le citer, le secrétaire général qui a sans doute eu le plus de pouvoir, c'est Claude Guéant. Pendant 2 ans et demi, au début du mandat de Nicolas Sarkozy, il était notamment chargé des missions spéciales, la libération des infirmières bulgares en Libye par exemple, un rôle nouveau qu'il a justifié devant vos caméras. Pourquoi le secrétaire général, que ce soit à l'égard du colonel Kadhafi, à l'égard de Bachar al-Assad, à l'égard du roi d'Arabie Saoudite, à l'égard d'autres encore, est celui qui est choisi pour faire ses missions spéciales? C'est parce qu'il est le plus proche collaborateur du président et en quelque sorte son porte-parole. C'est lui qui traduit sa pensée, qui peut s'engager pour lui. À certains égards, il est même plus important que le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, compte tenu de cette relation personnelle. C'est pas rien cette phrase, plus important que le ministre des Affaires étrangères, vous dit Claude Guéant, qu'on a vu alors, je me souviens, on le voyait à la radio, à la télévision très très régulièrement. C'était un Premier ministre bis à l'époque. Oui, et d'ailleurs il a été une forme d'exception parmi les secrétaires généraux parce qu'il avait une mission qui dépassait très largement le cadre de ses prédécesseurs et même de ses successeurs, puisque aucun secrétaire général n'a été aussi exposé, et d'ailleurs ça lui a été reproché, notamment pour une autre raison, pas seulement le fait de parler dans les médias, mais le fait de se trouver en concurrence avec les ministres et particulièrement avec François Fillon, le Premier ministre de l'époque, et donc ça avait été un vrai problème, à tel point que ces secrétaires généraux, qui sont en général très réservés sur leurs collègues, essayant de respecter un peu la règle républicaine, là se sont tous exprimés pour dire que ça, ils trouvaient qu'il y avait un problème dans le fait que le secrétaire général, homme non élu, conseiller de l'ombre, sorte dans la lumière, et je crois que ça sera une parenthèse qui n'est pas prête de se réouvrir. C'était à l'époque où François Fillon était qualifié parfois de collaborateur. Claude Guéant vous révèle une information dans votre film, les contreparties obtenues par la Libye pour la libération
libération des infirmières bulgares. Quelles sont-elles ? Eh ben, pour la première fois, il nous dit devant une caméra, puisqu'on s'en doutait, mais il ne l'avait jamais dit officiellement, que non seulement il y a une compensation d'un don à la Fondation Kadhafi par le biais du Qatar, mais surtout, il fait un lien direct entre la venue du colonel Kadhafi en France comme une contrepartie de la libération des infirmières, alors que ça avait toujours été nié. Ouais, exactement, ignoré. Soit ignoré, soit passé sous silence, soit avec un déni assez frappant d'ailleurs. Absolument. Je me souviens. Les secrétaires généraux également peuvent être les gardiens de la vie privée du président, sans forcément être au courant de tout. Exemple avec Jean-Luc Bianco, puis avec Hubert Védrine. Officiellement, il ne savait pas que François Mitterrand avait une fille, Mazarine. On en parlait tout à l'heure avec Hervé Gattegno. Le président ne leur avait jamais dit directement, ouvertement, mais ils l'ont vite compris et ils n'ont rien dit. Quand je suis nommé secrétaire général de la présidence de la République en 1982, je ne connais pas l'existence de Mazarine Pinjot. J'étais dans son bureau, de coups de téléphone, où il appelait manifestement Anne Pinjot, la mère de Mazarine, pour convenir d'un déjeuner ou d'un dîner. Je me retirais, il me faisait signe de rester. C'est une manière de dire, je sais que vous savez, je sais que vous ne direz rien. C'était un peu avant Noël, il me dit, au fait, j'y pense, là, les jeux électroniques que vous m'avez montré l'autre jour, est-ce que vous pensez que ça pourrait convenir à une petite fille ? Ça est arrivé que dans un ou deux voyages, il me demande d'aller acheter des jouets, en fait. Parce que j'ai un fils aîné qui a à peu près le même âge, mais il m'a jamais rien dit. On se dit, oui, c'est sa vie, où est le problème ? C'est pas mon sujet, quoi. On n'a pas à s'occuper de ça. Donc j'ai pas eu à organiser le secret, c'était autre chose, ça. Puis la vie de François Mitterrand était très compartimentée. Où est le problème, dit Hubert Védrine, demande Hubert Védrine, le problème c'est quand même un sujet politique, non ? Oui, bien sûr que c'est un sujet politique, et là, il euphémise un peu sa responsabilité, et en fait le problème que ça a posé, on l'a bien vu à la mort de François Mitterrand, lorsque cette fille est apparue, tout simplement les questions étaient de savoir qui la protégeait, avec quel argent, et ce secret finalement était-il légitime. Donc là on voit bien le rôle du secrétaire général qui est vraiment à l'intervalle entre la vie publique et la vie privée. On cite cet exemple de Mazarine, on pourrait citer aussi le fait que c'est Claude Guéant qui a organisé le mariage de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni à l'Élysée, ce qui révèle aussi pour la première fois dans le documentaire, ou encore le fait que c'était Frédéric Salabarou qui a dû couvrir l'hospitalisation de Jacques Chirac. Il y a toute une série d'épisodes qui montrent que vraiment ce secrétaire général, des fois c'est un homme que le président voit plus souvent que sa propre compagne. Ce qu'on perçoit dans l'extrait et qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est le côté affectif de certains secrétaires généraux. Vous parlez de Frédéric Salabarou, ça allait plus loin, puisqu'il était lié même d'une manière familiale avec Jacques Chirac. Et c'est dans le cadre de sa mission qu'il s'est épris de la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, qu'il a épousé ensuite, devenant le gendre du président de la République. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui montre au fait que quand Frédéric Salabarou parle de sa femme, évidemment, il en est très amoureux, mais il le fait aussi parce qu'il admire Jacques Chirac, qu'il a beaucoup d'admiration pour lui, qui travaillait avec lui, permettait justement d'aller dans son intimité, et évidemment, il a poursuivi cette course-là. Vous-même qui êtes un bon connaisseur de la chose publique, qu'est-ce qui vous a justement marqué dans les témoignages de ces anciens secrétaires généraux ? À quoi vous ne vous attendiez pas ? Je crois que je ne m'attendais pas au fait que ces gens aient une dimension aussi affective dans leur rapport, non seulement à la République, mais aussi au président de la République lui-même. Ce sont des gens qui sont vraiment des figures de grands commis de l'État, mais ce sont tout sauf des passe-murailles. Ce sont vraiment des gens qui ont un rapport passionné à leur mission, pour l'engagement public. Alors après, on appréciera diversement leur parcours, les uns et les autres, mais en revanche, on peut dire que s'il y a une conscience de l'État, une conscience du service public, eh bien, ils représentent ce service de l'État, ce service public, et aussi le service de leur président. Et je crois que c'est cette double nature de leur fonction qui la rend passionnante. Dans le mot secrétaire, il y a le mot secret. Comment avez-vous réussi à les convaincre ? Est-ce que c'était difficile de les faire venir à visage découvert, témoigner de leur poste? Ça n'a pas été facile. Alors certains d'entre eux avaient déjà écrit un livre, comme Jean-Luc Bianco ou Pierre-René Lemas, donc là c'était plus facile parce qu'ils vous acceptaient d'en parler. D'autres sont des hommes de secret, je pense notamment à Hubert Védrine. Jean-Pierre Jouyet avait été un peu échaudé par des expériences avec les journalistes. Alors j'ai dû lui dire que j'étais pas journaliste, justement, que ma démarche n'était pas celle d'un quelqu'un qui cherchait des scoops, mais quelqu'un aussi qui fait un travail presque de recherche, de pédagogie, pour essayer d'expliquer aux Français comment ça fonctionne. Et à ce titre-là, je crois que ça les a séduits. Et puis au fur et à mesure, voyant que les uns venaient, les autres se sont sentis obligés de le faire. Le problème de Jean-Pierre Jouyet, c'était le fameux déjeuner avec Sarkozy, avec François Fillon, où on disait qu'il fallait taper sur Sarkozy. Exactement. Quand il était, semble-t-il, avoir déjeuné avec François Fillon, qu'il avait demandé d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy, il avait raconté cette conversation à 2 journalistes du Monde, qu'il avait ensuite raconté publiquement. Il avait failli démissionner, et donc il était assez échaudé. Mais on a pu voir quand même qu'il a sorti un livre après le documentaire, je ne sais pas si c'est lié, L'envers du décor, qui parle beaucoup de son expérience et qui est assez passionnant aussi. D'un mot, sont tous des hommes, il n'y a aucune femme secrétaire générale de l'Élysée.
Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est un archaïsme, évidemment, et ils le reconnaissent d'ailleurs en partie. Ils considèrent que ça serait normal que ce soit une femme la prochaine, mais c'est une époque aussi, et donc les adjoints. Est-ce que le poste, à votre connaissance, a déjà été proposé à une femme qui l'a refusé ? Pas à ma connaissance. Mais en revanche, je rappelle aussi qu'il y a des secrétaires généraux adjoints dont on ne parle pas, certains d'entre eux assez célèbres, Emmanuel Macron, Jean Castex ont été secrétaires généraux adjoints, et là il y a eu quelques femmes, mais on peut souhaiter que la prochaine présidence de la République, que ça soit M. Macron ou un autre, puisse nommer une femme à ce poste. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une première ministre qui était, je ne trouve plus son nom à l'instant, Édith Cresson. Merci beaucoup Vincent Martini, vous êtes l'auteur du documentaire L'homme du président, c'est à voir dimanche soir à 22h40 sur France 5 et c'est passionnant.